Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Le Soudan du Sud va envoyer 750 militaires pour intégrer la force régionale mise en place par le Kenya en République démocratique du Congo. Ces hommes vont contribuer à ramener la paix dans la région alors que l'Est du pays est toujours le théâtre de violents affrontements. Au Sénégal, l'opposition demande des comptes au gouvernement après la publication d'un rapport qui dénonce la mauvaise gestion des fonds Covid. Elle appelle à un concert de casseroles le 6 janvier prochain. Et enfin, il ne reste que quelques jours avant que l'année 2022 s'achève. Et à cette occasion, nous revenons toute la semaine sur les événements qui ont marqué l'année. En fin d'édition, je vous propose de redécouvrir les principaux événements climatiques qui ont bousculé notre planète. Je vous le disais en titre, le Soudan du Sud va envoyer 750 militaires en République démocratique du Congo pour combattre les rebelles. Annonce faite mercredi par un porte-parole de l'armée soudanaise. Ces militaires font partie d'une force régionale mise en place sous l'égide du Kenya. Plus d'informations avec Valentine Exantus et Ahmed Parizeau. Des mitrailleuses montées sur des véhicules blindés, une troupe d'hommes en armes entassés dans des camions. Ce convoi militaire n'est pas dans une parade. Ces soldats s'apprêtent à quitter Juba, la capitale du Soudan du Sud, direction l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, vous êtes une force organisatrice et vous allez maintenant maintenir la paix, même si vous ne portez pas de casque bleu. Mais le casque que vous portez maintenant va devenir bleu et il va changer en fonction de votre performance. Et si vous allez à la prochaine mission, vous irez avec un casque bleu. Ils sont 750 soldats à être déployés dans le cadre d'une force régionale afin de combattre des rebelles à l'est de la RDC. Ces hommes s'entraînaient depuis plus de 6 mois pour cette mission. Leur déploiement doit contribuer à ramener la paix dans une région où l'armée congolaise et groupes rebelles, notamment le M23, s'affrontent dans de violents combats aux dépens des civils. À Juba, le départ de ces hommes est vécu comme une fierté. Depuis que nous sommes devenus indépendants, c'est la première mission à laquelle nous participons pour apporter la paix dans la région et aussi dans le monde entier. Et c'est très important parce que dans notre pays, nous avons des personnes pour maintenir la paix pour nous. Et maintenant, nous allons apporter la stabilité et la paix et apporter la paix au Congo. Voulue par le Kenya, cette force régionale à l'est de la République démocratique du Congo doit à terme comprendre des militaires venant du Kenya, du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Mais son effectif total reste encore inconnu. Pas de répit entre le Rwanda et la RDC alors que les deux gouvernements s'accusent mutuellement d'entretenir le conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo. Kigali hausse le ton. Mercredi, le gouvernement de Paul Kagame a assuré qu'un avion de chasse de la RDC avait violé l'espace aérien rwandais le long du fleuve Kivu. Pour Kigali, il s'agit là d'une énième provocation qui s'ajoute au dernier événement en date du lundi 7 novembre. Un avion de chasse congolais a violé l'espace aérien rwandais, provoquant la colère du Rwanda. Une semaine, jour pour jour, qu'un document actant la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali a été signé. Ce jeudi, les 46 soldats se sont donc retrouvés devant une assise spéciale à Bamako. Mi-août, accusés d'être des mercenaires, ils étaient écroués pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. 3 femmes ont été libérées par la suite. Pour Abidjan, ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali. Souvenez-vous, en mars 2016, un attentat perpétré sur la ville balnéaire de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire avait causé la mort de 19 personnes. 6 ans plus tard, la cour d'assises d'Abidjan a condamné à la prison à perpétuité les 4 accusés. Émeric Torognon. Le verdict est tombé mercredi. Après un mois d'audience, les 18 accusés dans l'affaire de l'attentat de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire sont désormais fixés sur leur sort. Les 4 prévenus présents à la barre tout au long du procès ont été condamnés à la prison à vie. 6 autres en fuite ou en détention au Mali écopent de la même peine par contumace.
Un verdict jugé trop sévère à l'encontre des 4 accusés qui, selon la défense, auraient pu bénéficier d'un acquittement. Je suis triste pour ces 4 personnes qui, pour moi, auraient dû bénéficier également de la décision d'acquittement. Mais le chemin est encore long. Aujourd'hui, le tribunal a rendu sa décision. Demain, on avisera, comme j'ai dit, devant le tribunal. Et après avoir rendu compte aux bâtonniers de l'ordre des avocats, la décision sera prise relativement à la suite à donner. Alors qu'ils sont accusés d'avoir aidé les cerveaux de l'attaque djihadiste pour l'hébergement, le transport ou encore le repérage des lieux, les 4 prévenus ont toujours clamé leur innocence et affirmé n'avoir jamais été mis au courant de ce qui se planifiait. Face à leur condamnation à perpétuité, les avocats de la défense ont désormais 20 jours pour faire appel de la décision du tribunal qui a suivi le réquisitoire du procureur de la République prononcé il y a une semaine. Le recours immédiat, c'est l'appel. D'accord? Les tests ont prévu l'appel pour la décision rendue par le tribunal criminel. Donc on pourrait éventuellement faire appel. Et comme Parmi les 18 accusés de l'attaque terroriste de Grand Bassam, qui a provoqué 19 morts le 13 mars 2016, 7 ont été acquittés. Dans le rang de la partie civile, on se réjouit de l'issue de ce procès. Patrick Collin est le propriétaire de l'hôtel-théâtre de l'attaque il y a plus de 6 ans. Je sais bien, il faut en finir avec cette affaire, donc je trouve que c'est bien d'arriver au bout, et voilà, pour moi personnellement, et en même temps pour les familles, c'est aussi important, même plus important. Le tribunal d'Abidjan a émis un mandat d'arrêt international contre Kounta Dalla, considéré comme le principal cerveau de l'attaque qui avait été revendiqué par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Au Sénégal, l'opposition demande des comptes au gouvernement après la publication d'un rapport qui dénonce la mauvaise gestion des fonds Covid. La coalition Yewwi Askanoui appelle à un concert de casseroles le 6 janvier prochain. Les détails avec Souilas Baye. Devant une forêt de micros, les leaders de l'opposition sénégalaise sonnent la charge contre le gouvernement du président Macky Sall. En cause, la publication d'un rapport accablant de la Cour des comptes quant à la gestion du fonds de riposte Covid. Dans la ligne de mire des opposants, des ministres du gouvernement accusés de détournement. 1 000 milliards ont été mis sur la table, comme l'a rappelé tout à l'heure mes prédécesseurs, pour lutter simplement contre la mort. Pour sauver des Sénégalais, pour leur permettre de vivre, pour leur permettre de rester auprès de leurs enfants, pour leur permettre de rester auprès de leur famille. Et pendant ce temps, ces 1 000 milliards qui étaient destinés à lutter contre la mort, certains ministres sans vergogne, sans scrupules, se sont servis comme de vulgaires malfrats. Le rapport de plus de 180 pages relève de nombreuses fautes de gestion et infractions pénales. Entre fonds alloués à des dépenses sans lien avec le Covid-19, conflits d'intérêts et problèmes dans l'attribution des marchés, la Cour des comptes sénégalaise met en cause plus de 10 responsables. Il n'en fallait pas plus pour que l'opposition appelle à des actions pour dénoncer la mauvaise gouvernance du président Macky Sall. Nous voulons que le 31 décembre à 20h, que le monde entier entende les bruits de casseroles pour savoir que le peuple n'est pas content de Macky Sall et de son gouvernement. J'appelle tous les Sénégalais de tout âge à prendre part à ce concert de casseroles pour faire le maximum de bruit parce que Macky Sall ne connaît que ce langage. Au-delà de ce concert de casseroles pour couvrir la voix du président le 31 décembre prochain, l'opposition prévoit aussi d'organiser un rassemblement le 6 janvier, toujours dans le but de dénoncer la mauvaise gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid. En attendant, la Cour des comptes a demandé au garde des Sceaux l'ouverture d'informations judiciaires à l'encontre des 10 responsables mis en cause dans le rapport. Politique toujours, cette fois en Tunisie, 2 semaines après le fiasco des élections législatives qui n'a rassemblé que 7,19% des voix. Le président Kais Saied est sorti aujourd'hui de son silence. Pour lui, un taux de participation de 9% ou de 12% est meilleur que les 99% des élections précédentes. Écoutez.
Un taux de participation de 9 ou 12% est meilleur que les 99% des élections précédentes qui ont été accueillies favorablement par les pays étrangers, même s'ils savaient qu'elles étaient truquées. Nous continuerons et nous vaincrons. Et la Tunisie restera forte. Le Cameroun veut booster sa production locale du riz et atteindre une production de 750 000 tonnes à l'horizon 2030. Le pays compte sur le programme Hand in Hand initié par l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation et l'agriculture. Objectif, permettre aux 54 pays membres de lutter contre l'insécurité alimentaire. Chimène Baleba, Pierre Parfait-Ndongo et Cyril Guijoy. 47 000 tonnes, c'est la consommation mensuelle du riz au Cameroun. Au premier semestre 2021, le riz à lui tout seul a représenté 5% de l'enveloppe globale des importations, une option pour combler la faible productivité des cultivateurs. C'est pas qu'il n'y a pas assez de terres arables. L'espace n'est pas tellement facile au vu des règlements qui sont mis en place par le gouvernement. Il y a des problèmes de financement aussi de leurs activités, des problèmes d'engrais et de matériel agricole. En adhérant à l'initiative Hand in Hand, main dans la main, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Cameroun veut booster sa production locale. En 2020, le pays a enregistré un déficit de plus de 400 000 tonnes. À travers le lancement des travaux liés à cette initiative, le FAO va mobiliser des ressources et des partenaires techniques pour aider le Cameroun à développer ses potentialités. Le FAO accompagne d'abord le gouvernement camerounais dans la première étape, ça a été justement d'avoir le Cameroun comme pays sélectionné, membre donc de ces 54 pays africains et aussi d'autres pays européens, à bénéficier de l'initiative Hand in Hand. La FAO travaille avec les ministères et il y a un task force technique qui se réunit régulièrement chaque mois, chaque 2-3 mois pour évaluer les activités et déterminer la suite. L'initiative Hand in Hand vise à offrir des opportunités pour lutter contre l'insécurité alimentaire. En adhérant à ce projet, le Cameroun projette produire 750 000 tonnes de riz à l'horizon 2030. Ce sont des retrouvailles que certains Éthiopiens attendaient depuis longtemps. Après 18 mois, les premiers vols commerciaux de la compagnie Ethiopian Airlines ont repris entre Addis Abeba et la capitale de la région troublée du Tigré, Mekele. Lorraine Mabou. De longues embrassades, des larmes de joie et des fleurs à l'aéroport d'Addis Abeba, mercredi. Coupés du monde depuis juin 2021, ces voyageurs venus du Tigré ont été accueillis par leurs proches après 18 mois de séparation, conséquence de la guerre entre les rebelles tigréens et l'armée éthiopienne. Nous sommes sincèrement ravis de la reprise de nos vols vers Mekele. La reprise de ces vols va permettre aux familles de se retrouver, faciliter le rétablissement des activités commerciales, stimuler les flux touristiques et apporter de nombreuses autres opportunités qui serviront la société. Ce premier vol commercial de la compagnie Ethiopian Airlines entre Addis Abeba et le Tigré intervient près de 2 mois après que le gouvernement éthiopien et le TPLF ont signé le 2 novembre dernier un accord mettant fin à la guerre qui a duré 2 ans dans cette région du nord de l'Éthiopie. Cette première liaison est un signe supplémentaire de la normalisation des relations entre les autorités fédérales et l'ancienne zone rebelle. Lundi, une délégation du gouvernement éthiopien s'est rendue dans la capitale du Tigré. Cette première visite officielle depuis plus de 2 ans avait marqué une étape importante dans le processus de paix lancé en novembre. À la veille des fêtes de fin d'année, la reprise des vols va faciliter le rétablissement des activités commerciales, stimuler les flux touristiques et accroître l'économie de la région. En Centrafrique, le gouvernement ne ménage aucun effort pour l'amélioration du secteur des communications électroniques. Il a initié à cet effet un atelier national de formation et de sensibilisation pour le passage d'adressage IPv4 vers un protocole Internet version 6. À cela s'ajoute le déploiement de la fibre optique. Précision de notre correspondant Roland Jean-Paul Chibinda. L'atelier national de formation et de sensibilisation pour le passage
d'adressage IPv4 au plan d'adressage IPv6 de ce 27 décembre 2022 qui a regroupé des opérateurs de téléphonie et des sociétés de la place entre dans le cadre de la vision du président Faustin Archange-Touadéra d'assurer la croissance économique et de favoriser la création d'emplois en République centrafricaine. Nous migrons de IPv4 à l'adressage IPv6 pour nous permettre d'avoir plus d'espace et de migrer. Et donc, la République centrafricaine, qui aujourd'hui est en phase d'amener sa fibre optique ici, doit donc avoir ces applications-là pour avoir le bénéfice de cette technologie de la fibre optique. Dans la foulée, le gouvernement centrafricain entend étendre l'utilisation de l'informatique avec l'arrivée des nouvelles générations des réseaux de communication électronique. L'adressage va s'améliorer, le champ va être élargi, ça permettra à plusieurs Centrafricains et plusieurs personnes de naviguer à la fois. Signalant que parmi les réformes dans ce secteur de communication électronique se trouvent en bonne place les travaux d'installation de la fibre optique en cours d'achèvement. Ils pourront prendre fin dans quelques semaines dans l'optique de l'amélioration des réseaux Internet en Centrafrique. Quand on commence à parler de l'économie numérique dans tous les départements, maintenant, ce n'est pas un fait de suivisme, c'est du concret. Parce que si le gouvernement veut bénéficier des ratios de la nouvelle technologie, il faut aller vers l'économie numérique, c'est-à-dire avoir une transparence. L'Internet est devenu aujourd'hui la voie universelle des réseaux desservant des milliards d'utilisateurs dans le monde et la République centrafricaine ne peut en aucun cas demeurer insensible face à cette avancée qui constitue pour elle une part très importante dans l'assiette fiscale de l'économie nationale. En Érythrée, la libération d'un évêque et d'un prêtre catholique arrêtés en octobre 2021, le nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahou présenté en Israël et l'état de santé de l'ex-pape Benoît XVI qui s'est stabilisé. C'est le reste de l'actualité réalisée par Noël Dong et Mérite Orchoyan. En Érythrée, un évêque catholique et un prêtre arrêtés en octobre 2021 ont été libérés ce mercredi. Le 15 octobre, Monseigneur Abounago Salim avait été intercepté par la police à l'aéroport international d'Asmara alors qu'il revenait d'un séjour en Europe. Le père Stéphanos, quant à lui, exerçait des fonctions de curé de la paroisse Saint-Michel au moment de son arrestation. Les deux membres du clergé avaient été incarcérés sans explication officielle. Des arrestations qui témoignent des relations tendues entre le gouvernement érythréen et l'Église catholique. En Israël, Benyamin Netanyahou va présenter ce jeudi son nouveau gouvernement, le plus à droite depuis l'histoire du pays. Après une pause dans l'opposition, le premier ministre israélien doit revenir au pouvoir à la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays, qui suscite déjà des inquiétudes. Vainqueur des législatives du 1er novembre, Benjamin Netanyahou a présenté son équipe ministérielle aux députés avant un vote de confiance attendu sans suspense au Parlement où sa coalition dispose de la majorité des sièges. L'état de santé de Benoît XVI est stable selon un communiqué du Vatican publié ce jeudi. L'ancien souverain pontife de 95 ans est parvenu à bien se reposer la nuit dernière et s'est réveillé totalement lucide. Son successeur, le pape François, a renouvelé l'invitation à prier pour lui et à l'accompagner en ces heures difficiles. Le pape François avait annoncé mercredi qu'il priait pour son prédécesseur, dont la renonciation en 2013 pour raison de santé avait pris le monde par surprise. Sa santé s'est dégradée il y a environ 3 jours. En Ukraine, une frappe massive de missiles russes a privé Lviv d'électricité et a fait 3 blessés à Kiev, la capitale ukrainienne. 40% de la population a été privée d'électricité rien qu'à Kiev et 90% à Lviv, une ville de l'ouest du pays. Les 3 blessés, dont une jeune fille de 14 ans, tous étaient hospitalisés. Le Kremlin avait prévenu qu'il n'y avait aucune trêve du Nouvel An sur le terrain en Ukraine. Le président Vladimir Poutine justifie son offensive militaire par le fait que l'Occident se sert de l'Ukraine comme d'une tête de pont pour menacer la Russie. Écoutez la réaction d'habitants de Lviv bloqués dans les tramways en raison des coupures de courant.
Nous sommes coincés depuis que la sirène d'alerte au bombardement a retenti il y a environ 3 heures. Et nous resterons ici jusqu'à ce que le courant soit rétabli. S'il ne revient pas, avant demain matin, nous changerons d'équipe et le conducteur devra passer la nuit dans le tramway. Il y a 1 heure ou 1 heure et demie, les sirènes aériennes ont commencé. Nous avons dû nous arrêter et les gens sont partis à pied vers la gare. Nous sommes coincés, nous avons froid dans ce tramway, mais que pouvons-nous faire? Nous devons l'endurer. Alors que les contaminations se multiplient en Chine, le gouvernement a levé peu à peu ses restrictions sanitaires et a rouvert ses aéroports. Mais à l'étranger, cette flambée des cas inquiète et a poussé la Commission européenne à se réunir aujourd'hui pour mettre au point une stratégie commune et discuter de mesures possibles. Il ne reste que quelques jours avant que l'année 2022 s'achève et à cette occasion, nous revenons toute la semaine sur les événements qui ont marqué l'année. Aujourd'hui, je vous propose de vous concentrer sur les principaux événements climatiques qui ont bousculé notre planète avec Laurent Leleu. L'année 2022 s'achève dans quelques jours et pour de nombreux climatologues, ce fut une année hors norme. Ouragans, sécheresses, inondations ou encore incendies monstres, cette année a été marquée par des catastrophes météo à peine croyables. Retour sur les plus grands événements climatiques qui ont marqué 2022. La sécheresse extrême qui a touché l'Europe tout au long de l'année 2022 est considérée comme l'une des plus grandes catastrophes climatiques de l'année. Son coût est estimé à environ 20 milliards de dollars et elle aurait provoqué la mort prématurée de 16 000 personnes. Le continent européen n'a pas été le seul à subir des températures incroyables. La Corne de l'Afrique a connu cette année l'une des pires sécheresses des 40 dernières années, avec des conséquences dramatiques pour plus de 30 millions d'habitants qui souffrent de la faim. En Chine, la canicule a duré plus de 70 jours consécutifs avec des températures souvent supérieures à 40 degrés dans plus de 17 provinces. L'Inde et le Pakistan ont également été confrontés à des températures extrêmes. La température la plus élevée enregistrée sur tout l'hémisphère nord en 2022 est montée jusqu'à 51 degrés le 14 mai 2022 dans la ville de Jacobabad, au Pakistan. Conséquence immédiate de ces sécheresses, les incendies qui en Europe ont atteint un niveau record de surface brûlée par les feux de forêt. 785 000 hectares, soit 2 fois plus que la moyenne annuelle des 15 dernières années. Aux États-Unis, où la méga sécheresse qui touche l'Ouest américain depuis le début des années 2000 a de nouveau donné lieu à une année noire en termes d'incendies. Environ 150 000 hectares sont partis en fumée cette année, faisant figurer l'année 2022 en 3e place derrière 2020 et 2021. Dans d'autres régions du monde, ce ne sont pas les incendies qui ont traumatisé les populations, mais les pluies et les inondations. En Australie, des pluies historiques ont inondé une partie du pays comme à Sydney, où dès le mois de juillet, le record annuel de précipitations avait été battu. 2022 aura été l'année la plus pluvieuse jamais enregistrée pour de nombreuses villes australiennes. En Afrique du Sud, c'est dès le mois d'avril que des inondations historiques et des glissements de terrain ont causé la mort de plus de 400 personnes dans les environs de Durban. Mais c'est au Pakistan que les pluies ont été les plus dévastatrices. Elles ont submergé 1/3 du pays, détruisant maisons, communautés et bétail. Selon l'ONU, 1 habitant sur 7 a été victime de ces inondations et au moins 1700 personnes sont mortes dans ces intempéries. Autre fléau pour de nombreuses régions du monde, les ouragans. En septembre, c'est l'ouragan Ian qui a balayé la Floride. Avec ses vents violents et ses pluies torrentielles, il a causé des dégâts catastrophiques au point que le gouverneur de l'État a déclaré que certaines villes avaient été littéralement ravagées. Dans le même temps, de l'autre côté de la planète, c'est le super typhon Noru qui a frappé les Philippines. Avec ses vents à plus de 250 km et ses vagues de 15 mètres, Noru est jusqu'à maintenant le plus puissant phénomène cyclonique, tout océan confondu, de cette année 2022. Et c'est l'image du jour, celle d'un requin bleu sauvé par un ostréiculteur du bassin d'Arcachon. Vous le voyez sur ces images, l'animal a tenté désespérément de se frayer un chemin vers la sortie dans seulement 15 cm d'eau, après s'être fait piéger par la marée basse dans les parcs à huîtres situés face de la chapelle. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Émeric Torroignon vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, continuez à vous informer sur Télésud.